Vous êtes présents pour une raison, découvrir les leurs. Dans ce podcast, revenons ensemble sur ce qui a motivé ces êtres à passer à l'acte, à commettre l'irréparable, à rencontrer la mort sans pour autant que ce soit la leur. Revenons sur les faits, tels que nous les voyons. Revenons sur les faits, tels qu'ils les ont vécus. Alors, asseyez-vous, laissez-vous porter vers la rencontre de ces hommes et ces femmes, qui pourraient être vous, qui pourraient être moi. Méfiez-vous de ceux qui vous entourent, car un jour, eux aussi, pourraient à leur tour être le sujet de C'est-à-dire. Ce soir, découvrons ensemble l'histoire d'Isabelle Vernier. Nous sommes le 19 avril 2007. Un jeudi après-midi tranquille à Pontoise. Tranquille ou presque. À l'hôpital Novo, la tension est palpable. L'ensemble des infirmiers et médecins du service douleur et accompagnement en soins palliatifs sont réunis. La salle de réunion est calme. Seuls les bips des machines se font entendre dans le couloir. Chacun dans la pièce se toise de haut en bas, analysant le moindre mouvement et la moindre respiration. Nous aurions pu être un jeudi comme les autres, si le taux de mortalité ce mois-ci n'avait pas explosé ceux des autres hôpitaux. Nous aurions pu être un jeudi comme les autres, si ce n'était pas le 8e mois d'affilée que cela arrivait. Nous aurions pu être un jeudi comme les autres, mais ce n'était pas le cas. Parmi les patients du service, nombreux sont atteints de maladies évoluant rapidement. Pourtant, rien ne parvient à justifier un taux de mortalité aussi élevé. Pire encore, les familles des défunts se réunissent régulièrement. Peut-être ont-elles, elles aussi, remarqué les chiffres montant en pic. Les patients encore dans le service s'inquiètent et demandent à quitter l'hôpital le plus tôt possible. Dans les chambres, chacun y va de sa théorie. Malédiction chamanique, produits nucléaires, insecticides dans les plateaux repas, ou encore la naissance du nouveau Charles Cullen. La dernière est celle qui inquiète le plus Madame Hill, responsable du service. Alors qu'il y a 2-3 mois, elle riait de ses folles théories, aujourd'hui, elle ne peut s'empêcher d'avoir un frisson dans le dos en regardant ses collègues. Et si un meurtrier avait vraiment rejoint ses employés? Lequel était coupable? Pour répondre à cette question, et pour, elle l'espère encore, prouver l'innocence de ses collègues, elle a décidé de faire venir les forces de l'ordre. Voilà pourquoi les employés du service sont réunis ce jeudi après-midi. À votre avis, chers auditeurs, si Madame Hill avait su la suite des événements, aurait-elle fait venir les enquêteurs? Choix qui semble plutôt facile pour la plupart d'entre nous, mais Madame Hill est responsable. Une mauvaise publicité pour le service risquait de faire licencier l'ensemble des employés. Qui pouvait confier son parent mourant dans un service où les corps tombaient comme des mouches? Ce que craignait Madame Hill finit pourtant par arriver. 3 semaines après que les enquêteurs aient commencé leur enquête, le coupable a été découvert. Les articles et flashs médiatiques s'emparent rapidement de l'affaire. Peut-être avez-vous entendu parler d'Isabelle Vernier. Des manifestations devant l'hôpital furent alors mises en place. Les familles des victimes réclamaient justice et des réponses à leurs questions. Peu importe l'heure ou la chaîne, la télévision ne cessait de parler de l'infirmière folle de l'hôpital Novo. Sur France Informe, à 13h, on entendait Ce qu'on veut, c'est des réponses. Comment ils ont pu laisser entrer un fou dans un service hospitalier? Comment peuvent-ils continuer d'exercer avec la mort de nos proches sur la conscience? Ils devraient avoir honte de ne pas s'être rendus compte avant. Aujourd'hui, même les hôpitaux sont dangereux. plus que les familles, les médias s'y mettaient à cœur joie pour détruire la réputation de l'hôpital. Madame Hill n'osait quitter son bureau. Dans chaque étage se cachait un journaliste pour l'interroger. Lorsqu'il avait été décidé de ne plus laisser entrer un seul journaliste, certains ont trouvé le moyen de feindre des douleurs atroces pour s'infiltrer en tant que patient. Ils interrogent ensuite chaque soignant entrant dans la chambre à la recherche du moindre scoop, du petit détail que les autres médias n'avaient pas, du signe qui ferait couler un nouvel employé. Finalement, l'un d'entre eux réussit à avoir ce qu'il voulait.
une infirmière stagiaire finit par craquer sous la pression. Elle n'était cependant pas la personne la plus intéressante à interviewer, puisqu'elle n'avait côtoyé Isabelle Vernier que 2 mois avant son arrestation. Pourtant, les larmes de pression qui glissaient le long de son visage, son regard fatigué et la magie du montage suffisaient à produire l'article parfait. Pour votre information, chers auditeurs, la pauvre stagiaire a finalement abandonné ses études de médecine. La culpabilité était trop forte pour elle. Elle n'a d'ailleurs pas été la seule à succomber sous le poids des remords. Madame Hill elle-même est rentrée dans une longue phase dépressive. Elle a finalement déposé sa démission quelques semaines après que l'enquête a éclaté aux yeux du grand public. Isabelle Vernier a donc bien détruit des vies à différentes échelles. Elle a ôté la vie aux patients, a plongé les familles et ses collègues dans de longs remords et a elle-même fini par être condamnée à perpétuité. Pour en savoir plus, c'est-à-dire a décidé d'interroger la principale intéressée. Voici donc en exclusivité une interview avec Madame Vernier. Bonjour Madame Vernier. Revenons d'abord, si vous le voulez bien, sur votre parcours. Nous savons que dans votre famille, la tradition est d'être médecin. Est-ce la raison pour laquelle vous vous êtes tourné vers le médical ? Depuis que je suis en âge de me souvenir, il me tanne pour faire de longues études et continuer à faire vivre le nom. Seulement les études, c'est pas pour moi. Trop de boulot, trop de temps, pas assez de résultats. J'ai donc fait un compromis avec eux. Ils arrêtaient de me demander d'être médecin si j'acceptais d'être dans le domaine médical. Vous avez donc fait des études d'infirmière. Exactement. Les études étaient plus courtes et j'espérais bien me planquer dans un service où il n'y aurait pas trop de boulot. Quand j'ai choisi les soins palliatifs, je pensais n'avoir pas grand-chose à faire. Des semi-cadavres, ça ne demande pas tant de soins que ça. Combien de temps avez-vous exercé avant de passer à l'acte ? J'ai bossé quelque temps dans le service. Il fallait que mes collègues me fassent confiance. Que je sois celle que l'on ne pouvait suspecter. L'innocente infirmière, joviale et incapable de faire du mal à une mouche. Vous souvenez-vous de votre première victime ? Oh, bien sûr, c'était un vieux patient du service. Ça faisait bientôt plus d'1 an et demi qu'il était là. Toujours à râler, à reprendre nos moindres faits et gestes, comme s'il connaissait le métier mieux que nous. Une nuit, il nous a appelés dans sa chambre. À l'époque, nous étions peu nombreux en service de nuit. La plupart d'entre nous étaient épuisés et beaucoup avaient dû poser un congé maladie. J'ai proposé à mes 2 collègues d'aller m'occuper du patient, ce qu'elles ont accepté volontiers. À peine rentré dans la chambre, le vieux commençait déjà à maugréer sur le fait que j'avais mis trop de temps à monter, comme si j'allais courir les 3 étages. Après m'avoir fait la morale pendant plusieurs minutes, il m'a finalement demandé de l'eau. Il avait eu suffisamment de salive pour me faire la leçon, mais osait vouloir un verre d'eau. Lorsque j'ai pris le verre vide de sa table de chevet, il n'a pas pu s'empêcher de me faire une dernière remarque. Et plus vite que ça, allez, je me suis tournée lentement et me suis dirigée vers la porte. J'ai tourné le verrou, ce qui m'a valu une remarque surprise du patient, mais je n'en ai pas pris compte. Je me suis approchée du vieux, pas à pas, jusqu'à me retrouver en face de lui. Alors, j'ai attrapé son oreiller et l'ai enfoncé sur son visage. L'homme se débattait, mais il était beaucoup trop frêle pour faire quoi que ce soit. Il n'a fallu que quelques instants avant que le dernier souffle de vie ne quitte son corps. Dans la lutte, le vieux s'était uriné dessus. Même dans sa mort, il avait réussi à me refourquer du travail. J'ai alors pris les draps, les ai amenés à la laverie. Lorsque je suis retournée au bureau, j'ai simplement dit aux collègues qu'il m'avait appelé, dû à son incontinence. La vie de cet homme ne valait donc pas plus à vos yeux qu'un simple verre d'eau. Nous avons tous une idée de la valeur de certains. Mais étiez-vous suffisamment qualifié pour décider du droit de vie ou de mort de quelqu'un ? Et personne ne vous a suspecté pour cela ? Le cadavre a bien été découvert pourtant.
Pourquoi me suspecterait-on? L'homme était déjà faible et avait déjà plusieurs fois failli nous passer entre les mains. La veille, j'avais bel et bien amené ses draps à laver, ce qui laissait comprendre qu'il était vivant lors de ma dernière visite. Et puis un vieux, ça marque facilement pour rien, alors les possibles traces qui restaient pouvaient provenir de n'importe quoi. Comment pouvez-vous alors expliquer le fait que vous ayez recommencé plusieurs fois? Comment avez-vous choisi vos autres victimes? Au départ, c'était seulement des patients comme ce vieux. Ils étaient soit trop exigeants, soit d'un caractère exécrable. Je n'étais pas suffisamment payée pour m'occuper des cas difficiles, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, de plus en plus de cas sont devenus difficiles. Ouais, je supportais de moins en moins les moindres demandes. À quoi bon s'occuper de personnes qui vont mourir de toute façon? Pourquoi les maintenir en vie? Ils prennent seulement de mon temps et de mon énergie. Vous avez donc agi par flemme. C'est elle qui décidait du droit de vie ou de mort de chacun. Lorsque vous étiez dans un mauvais jour, votre fainéantise vous a poussé à commettre un acte irréparable. Mais dites-moi, Madame Vernier, tuer ne prenait-il pas plus de votre énergie que de vous occuper de vos patients? Au départ, si. J'en ai eu marre d'utiliser la méthode du coussin. C'était trop physique et parfois trop salissant. Alors j'ai utilisé de la digoxine que j'injectais directement dans la perfusion des patients. Il n'y avait pas longtemps à attendre avant qu'il ne leur arrive un truc. Le cœur est fragile. C'est d'autant plus vrai pour les patients en palliatif. De la digoxine? Comme c'est intéressant. C'est justement ce qu'utilisait Charles Cullen sur ses victimes. Il vous a inspiré? Vous devez admettre que vos histoires sont très proches. Il avait trouvé une méthode qui fonctionnait bien. Pourquoi perdre du temps à en chercher une autre? Et lorsque vous étiez dans les bons jours alors, faisiez-vous votre travail correctement? Oh, des bons jours, il n'y en avait pas. Il y avait seulement des jours où l'occasion ne se présentait pas. Les raisons de cette occasion manquée pouvaient être diverses et variées. Je travaillais avec un collègue pendant toute la journée, ou le patient n'était pas seul dans sa chambre, ou je n'avais tout simplement pas envie de le tuer ce jour-là. Pourquoi donc ne pas avoir été attrapé avant? Un médecin n'a-t-il pas remarqué la présence du produit dans le corps des patients? Beaucoup en avaient déjà dans leur traitement à petite dose. C'est efficace pour les tachycardies, les insuffisances cardiaques. Et si vous vous demandez pourquoi les médecins n'ont pas relevé l'overdose, c'est peut-être qu'eux aussi, finalement, avaient la flemme. Dites-nous alors, combien de patients ont réellement succombé par votre faute? Le procès en a décompté 20, mais de nombreuses familles en deuil se demandent encore si vous êtes responsable de la perte de leurs proches. Il y a bien 20 patients dont je puisse me souvenir. Mais c'est tout ce que je dirais. Votre paresse est celle qui vous a finalement condamné à être emprisonné à perpétuité. Vous ne retrouverez certainement jamais la liberté et êtes restreinte à être dans l'attente de votre propre mort. Une dernière question avant de devoir vous dire au revoir, Madame Vernier. Regrettez-vous votre acte? Oh, je ne regrette pas du tout. Je suis désormais libre de toutes les attentes de mon patriarche. Je n'ai plus à m'occuper d'aucun patient. Et même mieux encore, on s'occupe de moi désormais. La seule chose que j'ai à faire, c'est de profiter en attendant que le temps passe et sans fournir le moindre effort. Chers auditeurs, la paresse d'Isabelle Vernier aura fait d'elle une femme incapable de fonctionner dans la société actuelle. En retard sur la cadence générale, elle aura décidé d'elle-même devenir maître du temps en décidant du droit de vie ou de mort de ses patients. L'hôpital Novo aura quant à lui souffert de l'acharnement médiatique, et Madame Hill a renoncé à son poste comme d'autres infirmiers et infirmières du service. De nombreuses familles sont quant à elles dans l'attente de réponses alors que plusieurs dossiers ont été remontés suite à cette affaire. Combien de patients ont réellement succombé sous l'effet d'Isabelle Vernier? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous invite à consulter notre site web C'est à dire pour en découvrir plus sur cette affaire et échanger avec nous. Rendez-vous très bientôt pour un autre épisode de C'est à dire.